Alors, notre invité s'appelle Patrick Pierre-Louis, c'est un professionnel, c'est un monsieur qui était en tout cas militant associatif, qui a un intérêt particulier pour la politique haïtienne. Mais quelle est ta perception de cette politique haïtienne? Comment tu regardes, c'est quoi ta vision par rapport à cette politique haïtienne? Est-ce que tu te retrouves dedans? Alors, je me retrouve pas du tout dans la politique haïtienne parce que je vais juste prendre un exemple que je trouve qui est très marquant et pour démontrer qu'il y a une hypocrisie générale dans la classe politique haïtienne. Le président Jovenel Moïse est venu ici en France en 2017, je crois, 14 ou 13 décembre. Il a fait un discours devant la communauté haïtienne de France et je rappelle que nous sommes en France et qu'en France, il y a la diaspora haïtienne qui est là depuis un moment. Nous avons même des hommes de loi qui sont à la Sorbonne, peut-être même des professeurs haïtiens, des journalistes haïtiens. Je pense que le président Jovenel Moïse vient voir normalement une communauté haïtienne cultivée. Et dans son discours, il a déclaré qu'on lui a forcé, qu'on lui a contraint à nommer 50 juges corrompus au niveau de la justice haïtienne. Étant donné que, selon moi, la justice d'un pays, c'est la base même, avant qu'on parle d'économie, avant qu'on parle d'histoire, avant qu'on parle d'éducation, avant qu'on parle de construction de routes, avant qu'on parle de production nationale. Si la justice d'un pays ne fonctionne pas, je crois que c'est la première action à faire. Après que le président ait fini de faire ce grand discours, bien sûr, tout se passe comme si de rien n'était. Nous avons vu les hommes en Haïti se mettre dans les rues, nous avons vu quasiment 1 an de manifestations en Haïti, mais jamais dans les manifestations, nous avons entendu les revendications être clairement définies. Je ne sais pas si c'est les journalistes qui n'ont pas fait un travail de pédagogie. En tout cas, je pense que les acteurs de l'opposition, après avoir écouté le président qui a fait une telle déclaration, serait été de demander qu'on puisse mettre en place une procédure pour restaurer la justice en Haïti. Donc nous avons vu des gens qui ont dit qu'il fallait que le président Jovenel Moïse parte. Et dans le développement du mandat du président, nous avons eu aussi des actions, des paroles, des prises de parole du président qui a fait un certain nombre de dénonciations par rapport à la façon qu'il voulait mettre en place son programme pour le pays, comment il avait été handicapé par, comment dirais-je, des personnalités, on va dire, financières du pays. Et donc, nous n'avons pas vu, en réalité, une opposition haïtienne se mettre debout pour réclamer, en fin de compte, la refonte des choses en Haïti. Donc, pour moi, cette analyse, bien sûr, le président, pendant quasiment 1 an, fait appel au dialogue où il demande aux acteurs politiques de venir avec lui s'asseoir comme si on dirait qu'il voulait partager le gâteau de la nation haïtienne entre politiciens. Donc nous sentons bien qu'il n'y a rien réellement qui est fait pour amener de la démocratie dans le pays et pour qu'il y ait aussi cette population souffrante pour qu'on puisse améliorer, pour qu'on puisse donner un minimum syndical de vie à cette population haïtienne qui est en train de croupir dans la misère dans le pays. Donc moi, le paysage politique en Haïti, je suis très déçu. Bien, je pense que tu n'es pas le seul à être déçu et malheureusement pour nous, donc c'est le cas. Et tu as parlé tout à l'heure d'un programme politique, un programme politique en 24 points à exécuter. Évidemment, on ne va pas les décortiquer tous ici. Est-ce que tu peux en prendre 1 ou 2 et nous en parler, nous dire en quoi ce point ou ces points peuvent être intéressants pour Haïti? Très bien. Et le programme politique que je suis en train de militer pour que ça puisse être réalisé en Haïti, c'est un programme qui a 24 points à l'intérieur. Le premier point de ce programme, et je rappelle encore une fois, ce programme ne peut pas être exécuté par un parti politique qui prendrait le pouvoir en Haïti et qui dirait « je vais mettre ces choses-là sur pied ». Le programme est vraiment réfléchi pour qu'il y ait, en fin de compte, les forces vives de la nation qui se mettent tous ensemble
pour que ce programme soit exécuté dans un consensus national. Donc ça veut dire que c'est vraiment pour ça que nous appelons le programme un programme de conférence nationale souveraine. C'est pas un programme de conférence nationale, mais je redis encore une fois, c'est un projet de conférence nationale souveraine. Nous pensons que avec ces 24 points, eh bien, si nous mettons en œuvre ces 24 points, c'est une formule qui donnera naissance à une autre Haïti. Et c'est pour ça que nous sommes très motivés. Nous avons mis en place des choses pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces 24 points. Et le premier point que je vais prendre pour répondre à ta question, je ne sais pas. Le premier point, par exemple, c'est rompre les contrats coloniaux caducs. En Haïti, on ne fait peut-être pas attention. Nous avons des personnes qui arrivent au pouvoir. Nous ne savons pas comment ces personnes ont négocié leur prise de pouvoir, des fois avec l'international, des fois avec les Américains, des fois nous ne savons pas. Parce que des fois nous avons des personnes qui nous font des promesses électorales et après une fois élus, on a l'impression qu'ils ne travaillent plus pour l'intérêt de la nation, ils sont en train de travailler pour l'intérêt d'autres personnes à l'extérieur. Et le plus souvent, ce cas-là, il est souvent visible aussi en Afrique, parce que je rappelle que l'auteur du livre, c'est un Congolais, il travaille aussi dans le cadre de la relation entre le Congo et la France, et nous avons les contrats coloniaux qui existent entre ces nations-là. En Haïti, c'est la même chose, il y a des contrats qui existent entre les États-Unis, par exemple, les États-Unis a exploité pendant un long moment Reynolds. Moi, je suis de Miragoâne, je connais Reynolds, et nous ne savons pas qu'est-ce que ça a produit comme richesse dans l'économie haïtienne, l'exploitation de Reynolds. Je pense qu'en conférence nationale souveraine, lorsque nous allons tous nous réunir, nous allons faire un état des lieux de tous ces contrats qui peuvent exister entre l'international et Haïti, pour savoir est-ce que ces contrats-là profitent à l'économie haïtienne ou pas, et si ces contrats ne profitent pas à l'économie haïtienne, de manière souveraine, dans la conférence nationale souveraine, nous allons rompre ces contrats-là. C'est, par exemple, un des premiers points du projet que nous sommes en train d'expliquer à toutes les personnes qui veulent, comment dirais-je, adhérer à ce projet de conférence. Il y a un contrat moral peut-être qui existe entre l'État haïtien et la diaspora. Et la diaspora se sent comment dire ça, pris au piège par ce contrat, puisque c'est un contrat qui ne concerne pas directement, en tout cas qui ne bénéficie pas à la diaspora. Il s'agit du contrat de 1,50 $. À chaque fois qu'on fait un transfert en Haïti, il y a 1,50 $ qu'on doit payer en plus. Et est-ce que ce contrat peut-être peut entrer dans les points dont tu parles? Ce contrat-là ne rentre pas dans le cadre de ce premier point. Ce contrat, par exemple, de 1,50 $, qui est une injustice totale, puisque ça a été... Donc tu penses que ce n'est pas une bonne chose? Non, c'est-à-dire que nous allons revenir sur ces choses-là, par exemple, lorsque nous allons élaborer un projet de société, dans d'autres points du livre, lorsque nous allons, parce que c'est un contrat qui a été fait par les responsables politiques haïtiens, c'est une loi qui a été passée par les responsables politiques haïtiens pour, en quelque part, pour voler la diaspora, et 1,50 € sur chaque transfert. C'est comme ça que ça a été mis par, je dirais, une organisation de malfaiteurs. Moi, c'est comme ça que je qualifie les choses. Parce que ils ont demandé cet argent et ça n'a pas produit le pourquoi ils avaient fait cette demande-là. Et ça n'a pas créé de nouvelles écoles, ça n'a pas permis que les enfants aillent gratuitement à l'école en Haïti, et nous le savons tous. Donc nous pensons que c'est des lois que ces messieurs-là, qui sont de la malgouvernance, se sont unifiés pour escroquer la diaspora. C'est comme ça que je le vois, mais ils ne rentrent pas dans le cadre du point que je parle. Le premier point que je suis en train de parler, c'est vraiment que Haïti est handicapé depuis quasiment son indépendance. Ok, on a compris. Et par contre, tu as parlé de correspondance, tu as envoyé des courriers, tu as envoyé un courrier au président de la République, Jovenel Moïse, c'était au mois de mai, je crois, et pratiquement dans la même période, tu as envoyé un courrier au BINU, c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce qu'il y avait dans ce courrier? D'abord, nous avons fait le courrier pour l'adresser au président Jovenel Moïse, pour lui dire que
déjà, c'est moi personnellement, en tant qu'acteur associatif, je fais partie d'une association qui s'appelle Le Rétablissement. Nous travaillons sur ce dossier de conférence nationale souveraine, et notamment pour le Congo-Brazzaville, et aujourd'hui pour Haïti, parce que nous sommes en train de faire la proposition. Et donc, nous avons fait un courrier, naturellement, pour dire au président Jovenel Moïse... Qui ça, nous? Quand je dis nous, les responsables de l'association, moi je suis vice-président de cette association, et le président de l'association, qui est un Congolais, m'a appuyé dans cette démarche, et j'ai aussi essayé de consulter des personnalités de la diaspora haïtienne que j'ai mis aussi, que j'ai associé en dessous de cette lettre, même si je l'ai fait, bien sûr, de mon droit citoyen en tant que associatif, responsable associatif. Donc, j'ai juste dit au président de la République qu'il y a réellement une volonté de changer les choses en Haïti, puisque lui-même, il a parlé pendant 1 an de dialogue national. Lui-même, il a parlé du fait que le système judiciaire est corrompu. Lui-même, il a fait des discours en disant que il est handicapé de partout par rapport à des choses qu'il voulait mettre en place, mais qu'il y a comme si une corruption qui l'empêche de mettre en ces choses-là sous pied. Naturellement, nous avons pris le temps en disant au président, il y a une façon de résoudre le problème du pays par une conférence nationale souveraine. Nous nous proposons de le rencontrer pour lui faire part du projet de conférence nationale souveraine que nous avons en notre possession, qui a 24 points et que nous pensons qu'il pourra résoudre le problème d'Haïti, parce que le problème, c'est un problème de division. Il y a plein de partis politiques qui ne donneront pas de résultats, et en fin de compte, nous sommes divisés, et notre division profite à ceux qui ne sont pas haïtiens. Est-ce que c'est le même courrier qui a été envoyé au président Jovenel et au BINU? Alors, le courrier du président Jovenel Moïse, c'était pour l'inviter à nous entendre, à nous recevoir, pour lui expliquer le projet. Et le courrier qui a été envoyé à l'UNI, c'était pour leur dire, écoutez, nous savons que vous êtes les yeux de l'international sur ce qui se passe en Haïti. Nous avons un collectif que nous sommes en train de former dans la diaspora. Nous voudrions que vous puissiez mettre à l'ordre du jour de votre prochaine réunion sur le cas d'Haïti, et qu'il y a un collectif qui voudrait que la crise haïtienne puisse se résoudre par une conférence nationale souveraine. C'est comme ça que nous avons fait la lettre, et d'ailleurs le 25 juin 2020, BUNI a sorti une note en direction de Haïti en disant comme quoi la réforme constitutionnelle serait une opportunité pour Haïti. Donc nous pensons que BUNI a bien entendu notre... BINU, Bureau intégré des Nations Unies. Tu as dit BUNI? Non, BINU, c'est ça, je prononce peut-être mal. Donc c'est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ils ont bien vu que... Mais est-ce que tu penses que si le collectif s'était regroupé avec le CORCOF, par exemple, le Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, si il y avait un regroupement peut-être avec la PAFA, avec la FEDE, je ne sais pas, s'il y avait un regroupement de toutes ces entités, il n'y aurait pas eu un plus grand impact? Exactement. Nous pensons que... Parce que là, vous avez décidé de faire cavalier seul, non, dans votre coin. J'ai initié le mouvement. Mais oui, mais le fait d'envoyer un courrier et tout seul... Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Dans cette communauté haïtienne, je pense que je parle à quelqu'un qui vit la communauté. Il est très compliqué de faire les choses, même quand c'est des bonnes choses, avec un collectif solide qui comprend la vision. On passe des fois plus de temps à se chamailler qu'à travailler pour que la chose puisse donner du résultat. Après avoir, mon idée c'était ça au départ quand j'ai lancé le plan divin pour Haïti. Mon idée c'était qu'on puisse avoir un collectif, que ce soit la PAPA, que ce soit conseil représentatif de la communauté haïtienne. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu as été vice-président du conseil représentatif et maintenant tu fais plus partie du CORCOF apparemment. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement. Bagala pour fait et puis nous étant séparés, non, c'est pas logique. C'est terrible, c'est comme ça dans cette communauté haïtienne. Donc moi j'étais venu avec une vision très claire, telle que je l'ai exposée dans mon programme Plan divin pour Haïti. C'est ça que je voulais développer au niveau du
conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, dont M. Lofils Réjoui est actuellement peut-être le président, je ne sais plus quel rôle il joue. Et d'ailleurs, j'avais commencé à en discuter avec Marie-Michel Legrand, la présidente, qui était tout à fait d'accord avec moi qu'il fallait élargir le cadre, aller chercher les Haïtiens un peu partout, même faire la procédure de prendre 5 Haïtiens dans chaque ville et que la chose soit réellement représentative de la communauté haïtienne de France. Et donc le fait de le déclarer au niveau des institutions françaises, c'est aussi une espèce de légitimité pour travailler en toute liberté. Donc c'était ça mon projet. Mais il y avait une incompatibilité de compréhension entre M. Lofils Réjoui et moi. Donc, c'est bizarre parce que je viens d'avoir l'idée justement de vous avoir tous les deux ici pour parler de ces deux entités. Ça peut être sympa. Vous n'avez pas à vous battre. Moi, personnellement, je pense que ça ne donnera pas, mais tu peux toujours essayer. On peut toujours faire l'essai. Mais moi, je pense que sérieusement, M. Lofils Réjoui m'a déjà dit clairement, je ne fais pas partie des gens avec lesquels il veut travailler dans cette communauté haïtienne de France. Je le prends pas mal parce que ça me motive encore plus pour continuer à proposer de bonnes choses. Maintenant, si toi tu veux faire l'initiative, et puis d'ailleurs, moi je suis en train de parler à toute la communauté haïtienne, à la PAFA, à Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, je parle à l'ensemble des responsables associatifs sur le cas d'Haïti, sur un projet de conférence nationale souveraine. Je ne vais pas m'engager en réalité dans un affrontement d'homme à homme parce que ce que nous sommes en train de proposer est beaucoup plus haut et plus grand que nous-mêmes, les petits hommes. Et d'ailleurs, je pense que n'importe qui comprend le projet de conférence nationale souveraine, je ne suis pas obligé d'être là pour que la conférence nationale souveraine puisse se faire en Haïti. Alors, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes, M. Lofils et toi, vous êtes deux hommes capables, deux hommes qui s'intéressent à la chose collective. Vous vous intéressez au monde associatif, tous les deux. Vous avez le langage, tous les deux. Vous avez la volonté. Mais il y a cette incompatibilité. Il va falloir qu'on gère ça. Et on va se mettre en, je sais pas, en tribunal pour essayer de gérer ça correctement. On va peut-être faire appel à Naomi au tribunal populaire pour gérer ça, je ne sais pas. En tout cas, à H-Live, on tient à ce que ça s'arrange. Oui, parce qu'on a des valeurs, on ne peut pas les diviser, justement. Si on divise les valeurs, on ne va nulle part. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Wadel. Je suis aussi dans cette démarche-là. Si je propose conférence nationale souveraine en Haïti, c'est parce que je suis quelqu'un qui voudrait qu'on puisse se mettre ensemble, non pas en tant que personne, je n'aime pas ta tête, donc tu ne feras pas partie de mon projet, parce qu'il n'y a pas de mon projet quand on réfléchit pour une nation, il y a le projet de la nation. Donc nous sommes dans cette démarche d'ailleurs que tu as lancée, c'est pour ça que nous avons mis en place une formation pour que toutes les personnes qui veulent adhérer au projet de réalisation de la conférence nationale souveraine en Haïti, qu'ils puissent avoir les billes pour défendre ce programme-là, par exemple, devant les médias, devant l'international, parce que nous pensons que les choses ne pourront pas rester comme ça en Haïti. Et même si Haïti prend une occupation, nous continuerons à, comment dirais-je, à mobiliser la nation haïtienne pour qu'il y ait cette conférence nationale souveraine qui sera un moyen de réunir les Haïtiens ensemble pour résoudre le problème du pays. Très bien, on va marquer une pause, je pense que vous avez compris, et ça a chauffé un petit peu, c'est normal, puisque dès qu'on parle de division, forcément, il faut que ça chauffe un petit peu, et dans transparence, on aime bien que ce soit transparent, justement.